Certaines images résonnent en nous comme des mots ou des parfums, des rêves qui se nourrissent de nos jeux d'enfants lorsque nous étions indiens ou cow-boys. Juste un paysage et on imagine le cheval au galop, les cris, les coups de feu, la conquête de l'Ouest, le Wild West, le western. Avant qu'Hollywood ne déverse ses chevaux de pellicule, avant le temps du cinéma, un spectacle incroyable a sillonné l'Europe durant des années pour montrer au vieux continent ce qu'était cette conquête de l'Ouest. Authentique et démesuré, le spectacle était la création du cow-boy le plus célèbre du monde, William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. La ville de Cody, dans le Wyoming, aux États-Unis. 9000 habitants et sans doute bien plus de voitures encore. Mais un seul musée, historique, consacré au célèbre cow-boy Buffalo Bill, William Frederick Cody. Photos, objets, affiches, romans, articles de presse, costumes de cow-boy un peu chic pour un gars des Grandes Plaines, tout ici est consacré à ce héros de l'Ouest, devenu une figure centrale du mythe américain. William Frederick Cody est né le 26 février 1846 dans l'Iowa. À la mort de son père, le petit Cody doit se débrouiller pour faire vivre sa famille. Il fait le cow-boy dans les ranchs. À 12 ans, pour se défendre, il tue son premier Indien. Pour survivre, il tue un ours. Pour vivre, il devient trappeur ou courrier du Pony Express. Une enfance finalement assez classique à cette époque-là, dans ce coin-là, jusqu'au jour où il devient Buffalo Bill. Son surnom vient de l'époque où il chassait le bison pour les ouvriers du chemin de fer, lors de la construction de la Kansas Pacific Railroad. En 1867, Buffalo Bill a tué des milliers de bisons, des buffalos, pour ravitailler les ouvriers. On raconte qu'ils avaient inventé un couplet en son honneur. Buffalo Bill, toujours il vise et tire pour tuer. Jamais il ne rate son coup, et la compagnie lui paye son coup. Le surnom vient de là. Buffalo Bill, l'enfant des Grandes Plaines, Buffalo Bill le trappeur devient le plus grand expert de ce que l'on appelle la frontière. L'endroit où les territoires indiens et le monde dit civilisé se touchent. Avant d'avoir 20 ans, il devient éclaireur de l'armée américaine.
Il multiplie les exploits, plutôt de chasse que de guerre, à tel point que des journalistes en mal d'histoire commencent à s'intéresser à lui. Sa rencontre avec l'un d'entre eux, Ned Buttline, est déterminante. Buffalo Bill, ça sonne bien, et le personnage est plutôt sympathique. Buttline a trouvé le bon filon. Il publie 1000 exploits de son héros de l'Ouest, parfois réels, souvent imaginés, et en fait ainsi une sorte de star des dime novels, ces petits romans de gare très bon marché et très populaires dans les villes de l'Est. Le succès est tel que la série est adaptée au théâtre. On demande à Buffalo Bill de venir jouer son propre rôle. Dans sa tête, le calcul est vite fait. Les planches payent beaucoup mieux que la prairie et, en plus, c'est moins dangereux. À l'heure où les légendes de l'Ouest comme Wild Bill Hickok, Jesse James, Billy the Kid ou les Dalton ont déjà tous la peau trouée d'une balle, Buffalo Bill, lui, prend des pauses dans des grands espaces reconstitués sur des scènes de théâtre. Au début, Buffalo Bill était paralysé par le trac dès qu'il entrait en scène. Un jour qu'il était sur les planches, quelqu'un lui a posé une question sur la chasse au bison et il est parti là-dessus. En fait, c'était un homme de spectacle bien plus qu'un acteur. D'ailleurs, la critique de l'époque le décrit comme un acteur épouvantable. Mais il avait une manière bien à lui de charmer le public et d'interpréter le scénario qui faisait que tout le monde était fasciné par ce héros venu de l'Ouest mythique. Je pense que c'est ce qui a fait sa réussite. Ce n'était pas un acteur, c'était un homme de spectacle. Une star est née. Buffalo Bill tient la tête d'affiche. Durant près de 10 ans, il tourne dans les théâtres des grandes villes de l'Est pour y conter et incarner ses aventures vécues dans l'Ouest sauvage. Il écrit, il produit et met en scène sa propre vie, inspirée des 25 années qu'il passa réellement dans les plaines, mais aussi des fictions de Ned Buttline. Le vrai, le faux se confondent et n'ont plus vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que tout le monde voudrait être ce cow-boy-là. La réalité dans l'Ouest pouvait être très ennuyeuse. Il y avait des femmes qui vivaient dans des cabanes de pionniers et sombraient lentement dans la folie parce qu'il n'y avait rien à faire. Si vous étiez un cavalier en garnison dans l'un des forts de l'Ouest, votre vie se résumait à un ennui sans fin, ponctué de moments de pure terreur quand vous sortiez sans savoir si vous alliez être attaqué par un Indien ou par une bande d'Indiens. Une grande partie de la vie dans l'Ouest n'avait rien de spécialement intéressant. Personne n'aurait eu envie de voir ça dans un spectacle. Alors Buffalo Bill en a fait un condensé en y ajoutant sa touche. Il ne déformait pas nécessairement la réalité. Bon nombre de gens qui connaissaient l'Ouest disaient que ce qu'il en montrait était très réaliste. Il prenait simplement ce que l'Ouest avait de plus intéressant et le faisait découvrir au reste du monde. Il se sert de la fiction. Il comprend l'immense pouvoir de la fiction. Permettre aux gens de s'échapper de leur quotidien. C'est cela la fiction. C'est là son utilité. Buffalo Bill est aussi un maître dans l'art de fictionnaliser sa propre vie. Il avait déjà une vie réelle fantastique et l'a rendue encore plus extraordinaire en y ajoutant et en inventant des histoires, de l'exagération, de la fiction. La scène d'un théâtre est bien trop étroite pour montrer cet Ouest et l'immensité de ses espaces infinis. Buffalo Bill cherche une idée pour sortir son spectacle du théâtre vers des lieux plus grands où il pourrait montrer des bisons, des chevaux, faire venir de vrais Indiens, de vrais cow-boys et tirer avec son revolver. L'occasion de réaliser son rêve se présente enfin. À North Platte, dans le Nebraska où il vit avec sa femme d'origine alsacienne, la ville lui demande d'organiser quelque chose pour la fête nationale du 4 juillet 1882. Buffalo Bill invite tous les cow-boys de la région à venir montrer ce qu'ils savent faire. Juste en face de son ranch, c'est un joyeux bazar qui se met en place.
des centaines de cow-boys viennent présenter leur savoir-faire devant un public. Ils reproduisent, ni plus ni moins, ce qu'ils font quotidiennement. Buffalo Bill était très attaché à la notion d'authenticité. Il ne voulait pas d'acteurs. Les gens qui travaillaient pour lui ne savaient pas jouer. D'ailleurs, ils ne jouaient pas, ils vivaient leur vie sur scène devant d'autres gens. Un peu comme chez Shakespeare quand il écrit « Le monde entier est un théâtre ». Et de fait, leur monde était devenu un théâtre. Ils ont monté un spectacle grandiose. Il n'y avait pas de structure, pas d'organisation particulière, mais c'était un spectacle superbe. Le public adorait. C'était le bon moment. Il a compris qu'avec l'aide de quelqu'un de compétent qui s'y connaissait en cirque itinérant, il pouvait transposer ce qu'il faisait sur scène devant des centaines de personnes dans une arène sous les yeux de milliers de gens. Il s'est lancé. En 1883, il a le concept, il a la troupe, le Wild West Show est né. Fort de son succès à North Platte, le spectacle part en tournée à travers les États-Unis. Le vrai, l'authentique, cette réalité et ces parfums du Grand Ouest donnent des frissons au public, de ville en ville. Buffalo Bill a su s'entourer d'associés expérimentés. Avec Nate Salisbury, son directeur général, il définit une trame et donne plus de sens à ce qu'il veut faire. Les séquences sont mieux découpées et les scènes un peu plus complètes. Doucement, c'est un véritable spectacle qui se met en place et attire des foules toujours plus nombreuses. On veut voir à quoi ressemble cette vie de l'Ouest. Les spectateurs tremblent devant de vrais Indiens, ces guerriers qui, quelques années auparavant, étaient encore en lutte contre la cavalerie américaine, victorieuse. La conquête de l'Ouest vient à peine de s'achever et la voici déjà mise en histoire. Mise dans l'histoire à travers le spectacle et la personnalité de Buffalo Bill, qui n'hésite pas à s'entourer d'une saison à l'autre de légendes de l'Ouest, tels que Sitting Bull, Texas Jack ou Wild Bill Hickok, avant qu'il ne se fasse descendre à des doudes. Buffalo Bill est un homme de spectacle, mais il est aussi un véritable héros de l'Ouest. Ce qui le rend si important dans l'histoire américaine, c'est que ce qu'il raconte est devenu pour la plupart de ses concitoyens la véritable histoire de l'Ouest. Il a donc influencé l'histoire du développement de l'Amérique. Disons-le franchement, Buffalo Bill n'est ni un imposteur, ni un charlatan. C'est une sorte de génie, comme on en trouve dans les arts ou dans le cinéma, ou encore dans d'autres formes. Buffalo Bill est avant tout un innovateur. Il n'invente rien, mais il innove en s'inspirant de l'air du temps grâce à sa sensibilité. Il a un flair extraordinaire pour lire, pour sentir les courants qui traversent la vie américaine. C'est un don. Et avec l'aide de ses managers et de sa troupe, il va croiser ces différents courants et élaborer quelque chose d'inédit, un nouveau type de spectacle. Et surtout, il construit une nouvelle identité. La particularité du Wild West Show, c'est que ses promoteurs avaient compris que cette forme de culture populaire pouvait contribuer à reconstruire quelque chose qui relevait plutôt de la fiction. Les États-Unis. États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire quand on vient de vivre la guerre de sécession avec 600 000 morts, les Américains massacrés par d'autres Américains? Or, que fait Cody quand il présente son spectacle pour la première fois? Il le nomme « Spectacle national américain ». Ce n'est pas un simple cirque privé, ce n'est pas un simple rodéo, ce n'est pas un simple spectacle. C'est la Société nationale américaine de spectacle. Je pense que c'est un élément très important pour comprendre ce qu'ont été l'impact et l'héritage du Wild West Show. Aux côtés de Buffalo Bill et de Nate Salisbury, un troisième associé assure le succès du spectacle,
John Burke, un publiciste de génie. Les trois hommes inventent le concept d'entertainment, de divertissement, si cher aujourd'hui encore à l'Amérique et à Hollywood. John Burke sait mettre en image le rêve de Buffalo Bill. Il vend le show et son concept comme s'il s'agissait de la véritable vie de l'Ouest américain. Chasse aux bisons, attaque d'Indiens, vie dans les plaines, chevauchée et convoi de colons, et puis des armes, des fusils, des revolvers, de la poudre et des balles, comme s'il s'agissait d'une référence, d'un vecteur de ce monde nouveau. Pour un descendant de colons, le show est rassurant et montre à quel point cette civilisation blanche venue d'Europe a su venir à bout de tous les dangers. L'Américain le plus célèbre de l'époque, l'écrivain Mark Twain, auteur des aventures de Tom Sawyer, est sous le charme. Il rencontre Buffalo Bill et le pousse à présenter ce spectacle en Europe, tant il est représentatif à ses yeux de ce que sont les États-Unis d'Amérique. En 1887, une occasion unique se présente. Le Buffalo Bill Wild West est invité à se joindre à la délégation américaine qui se rend au jubilé de la reine d'Angleterre. En avril, toute la troupe embarque sur le State of Nebraska en direction de Londres. La traversée dure plusieurs semaines. C'est une expérience peu commune à l'époque, surtout pour les Sioux qui accompagnent le show. Quand la tempête se lève, les Indiens croient leur dernière heure arrivée. L'un d'entre eux, le chef Black Elk, raconte. Le sol penchait de tous les côtés, et ça devenait de pire en pire. Nos femmes pleuraient, et même certains de nos hommes pleuraient. C'était affreux, et on ne pouvait rien faire. Des hommes blancs sont venus et nous ont donné des choses à attacher autour de nous pour que nous puissions flotter. Je n'ai pas mis celle qu'on m'a donnée. Je ne voulais pas flotter. Au lieu de cela, je me suis habillé pour la mort, mettant les plus beaux habits que je portais pour le spectacle. Je me suis mis à chanter mon chant de mort. Plusieurs des bisons et des élans que nous avions avec nous pour le spectacle sont morts. Les hommes blancs les ont jetés à l'eau. J'ai eu envie de pleurer. Je pensais que ce qu'ils jetaient là, c'était une partie du pouvoir de mon peuple. Finalement, le State of Nebraska arrive à bon port. Et après les vérifications de douane et de contrôle sanitaire, le débarquement peut enfin avoir lieu. La troupe du Buffalo Bill Wild West met enfin le pied sur le vieux continent. Quand la troupe de Buffalo Bill est arrivée en Angleterre, les gens étaient fascinés. Vous pouvez imaginer, un navire accoste dans les docks et immédiatement, vous voyez débarquer des Indiens en grande tenue. Puis des cow-boys avec leurs bottes et leurs chapeaux de cow-boys qui portent peut-être leur selle sur l'épaule. Et vous assistez au déchargement des bisons. On dit que l'un des spectacles les plus affreux de la traversée était celui des bisons qui avaient le mal de mer. C'était un vrai désastre. Mais pour les gens qui étaient là, assister au débarquement des bisons qui s'étaient remis était un spectacle extraordinaire. Les 200 membres de la troupe de Buffalo Bill semblent si exotiques aux yeux des Londoniens que très vite des attroupements se créent. Des milliers de spectateurs se rassemblent juste pour voir passer la diligence du show, la fameuse diligence de Deadwood. Chaque fait et geste de la troupe devient un événement dans la presse et est commenté par la foule. Le public assiste à l'installation du spectacle. On peut se rendre dans les coulisses, découvrir de près ses cousins qui parlent la même langue, mais avec qui on est un peu en froid depuis qu'ils ont pris leur indépendance. Et puis on cherche à voir ce Buffalo Bill, dont tout le monde avait lu les aventures traduites et publiées en Europe. Héros moderne, inventeur d'un nouveau genre de spectacle. Contrairement aux pratiques européennes qui conçoivent le cirque comme un spectacle
qui se déroule autour d'une piste de 13 mètres qui correspond grosso modo à la longueur du fouet qui permet de guider des chevaux, eh bien Buffalo Bill, lui, va arriver avec son arène. Donc une arène de 100 mètres par 50. Donc c'est une grande surface qui va permettre un dispositif différent, notamment de permettre à des chevaux d'avoir suffisamment de distance pour s'élancer au grand galop. Imaginez un peu la situation. Une caravane de colons circule sur la piste, rejoue l'avancée vers l'ouest et tout d'un coup les Indiens surgissent, se mettent à capturer, la poudre parle bien sûr, et puis tout d'un coup la situation semble désespérée et perdue et surgit dans le lointain la cavalerie qui arrive pour une fois à point. Et bien sûr, à la fin, les éclaireurs guidés par Buffalo Bill réussissent à sauver les gens. Je pense que l'un des facteurs qui ont fait le succès du spectacle, c'est qu'il prenait littéralement aux tripes. Les gens pouvaient entendre le tumulte des sabots quand les chevaux galopaient dans l'arène. Ils entendaient les coups de feu. Ils sentaient l'odeur de la poudre et des chevaux. C'était bien plus qu'un spectacle visuel. C'était une véritable expérience pour le corps tout entier. Ils sentaient les vibrations les traverser, tout en étant en sécurité dans les tribunes. Ils ne couraient aucun danger, mais avaient l'impression de participer à l'action. Et c'est ce qui rendait le spectacle si excitant pour le public. Le Wild West de Buffalo Bill a été le grand succès de l'exposition américaine de Londres en 1887. En fait, beaucoup de gens ne s'y déplaçaient que pour voir le Wild West. Les journaux de la capitale parlent d'une exposition très ennuyeuse, mais ils étaient totalement emballés par le Wild West, qui ne ressemblait en rien à ce qu'ils connaissaient. Cody lui-même a été vraiment adulé. Il est devenu la coqueluche de la bonne société londonienne. Buffalo Bill et Red Shirt, l'un des chefs indiens, bel homme qui s'exprimait très bien, ont été invités au Parlement. Ils ont été accueillis par l'Assemblée et ont prononcé quelques mots. Dans un journal, quelqu'un a même écrit qu'il y avait des sauvages aujourd'hui au Parlement et que les plus civilisés étaient Buffalo Bill et Red Shirt. Toute la ville ne parlait que d'eux. Ils étaient invités à toutes sortes de réceptions mondaines et ont même été conviés à prendre le thé chez Oscar Wilde. Buffalo Bill était très malin, très intelligent. C'était un opportuniste. Il ne ratait aucune occasion. On raconte qu'il avait organisé un petit déjeuner pour le maire de Birmingham. Les Indiens avaient rôti une cuisse de bison. Ils l'ont fiché sur un pieu et ont donné des couteaux à tous les membres de l'assistance en leur disant « tapez dedans », alors que c'était le petit déjeuner. Vous imaginez? Pour les Anglais, c'était le comble de l'exotisme. Ils étaient ravis. C'était dans tous les journaux. Rendez-vous compte, nous avons pris un petit déjeuner indien chez Buffalo Bill et nous avons mangé du bison. Au bout de 6 semaines d'exploitation, la barre du million de spectateurs est déjà franchie. Personne n'avait jamais assisté à un tel succès pour un spectacle. Ce n'est pas qu'un show que les Londoniens viennent voir. Ils y cherchent des parfums, des odeurs, des couleurs. Une certaine histoire de l'Amérique. Une histoire à laquelle leurs aïeux ont participé. Le succès est tel que la reine Victoria elle-même annonce sa venue.
Dans ses mémoires, le vieux chef indien Black Elk raconte. Grand-mère Angleterre est venue au spectacle dans un chariot tout brillant. Elle était petite et boulotte. Et nous l'aimions bien, car elle était bonne envers nous. Peut-être que si elle avait été notre grand-mère, ça aurait été mieux pour notre peuple. Pendant que les Indiens dansent et se réjouissent, quelque chose d'incroyable se produit. Quand un cavalier est arrivé avec le drapeau américain et l'a présenté à la reine, celle-ci s'est levée, s'est inclinée. Elle a salué les couleurs américaines. C'est la première fois qu'un monarque anglais reconnaissait la bannière étoilée. D'une certaine manière, c'est un événement historique. C'est un détail, mais c'était réellement le signe d'une réconciliation entre les États-Unis et l'Angleterre. Le Wild West n'est plus un simple show, mais une véritable incarnation de l'Amérique. Sans le vouloir, Buffalo Bill invente une nouvelle forme de relation diplomatique, une nouvelle voie, d'une rare séduction basée sur le divertissement et le spectacle. Son propre statut change du tout au tout. Il n'est plus seulement un cow-boy, un aventurier qui raconte sa vie, plus ou moins vraie, sur les planches. Il devient, malgré lui, un représentant des États-Unis, une sorte de super ambassadeur des valeurs américaines. Soyons honnêtes sur le voyage de Buffalo Bill en Europe. Il vit en Europe pour gagner de l'argent. Il espère gagner de l'argent. Ses managers veulent gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Ça, c'est la première raison. Mais il y a aussi une autre raison. Il veut que ce tour d'Europe lui procure un prestige, une légitimité, qui lui permettront de promouvoir son spectacle quand il sera rentré aux États-Unis. Il me semble que son discours est celui-ci. Nous, les Américains, nous pouvons côtoyer qui nous voulons. Nous pouvons fréquenter les rois et les reines d'Europe. Nous sommes leurs égaux. C'est une attitude de fierté que les Américains ont eue pendant de nombreuses années et il a contribué à cela. L'une de ses affiches disait « Me voilà, je reviens de lointaines contrées ». C'est comme s'il était revenu en héros après avoir conquis l'Europe. Ce premier voyage en Europe a considérablement augmenté sa notoriété. À son retour, c'est un personnage célèbre. De retour aux États-Unis, conseillé par ses associés, il n'hésite pas à se faire représenter pour sa propre publicité au milieu des têtes couronnées d'Europe. Il veut que sa réussite européenne soit connue de tous en Amérique, où la tournée se poursuit. Le succès d'un côté de l'océan assurant le succès de l'autre côté de l'océan. Son terrain de jeu devient mondial. Et lorsque l'exposition universelle est annoncée à Paris en 1889, Buffalo Bill traverse à nouveau l'Atlantique. À Paris, Buffalo Bill et ses associés voient les choses en grand. On attend 20 000 spectateurs par représentation. Des centaines d'ouvriers français construisent des tribunes en dur sur les indications précises des Américains. Ils étaient 200 à Londres. Mais à Paris, le Wild West vient pour 6 mois avec 400 Indiens et cow-boys, des centaines de chevaux et des dizaines de bisons. L'indispensable défilé suivant l'arrivée du spectacle dans la ville semble déjà charmer le public parisien. La publicité fait son effet. La machine à succès est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le show s'installe à Paris et rencontre un succès absolument sans précédent, en tout cas qui semble surprendre les organisateurs de l'exposition universelle. Et le tout Paris visite le show, rencontre Buffalo Bill, qui est tout à fait accessible et qui ne se fait pas prier pour serrer des mains, pour se faire photographier, pour prendre part à des soirées parisiennes, des soirées mondaines, etc. Et la mode
se répand dans la capitale, la mode Wild West se répand dans la capitale. On voit les élégantes modifier leur tenue, on voit de nouvelles danses apparaître, on voit des tics de langage aussi se répandre dans certaines couches de la population. En tout cas, tout cela montre bien le retentissement qu'a pu avoir à l'époque le Wild West Show. C'est l'exotisme qui arrive et que l'on rencontre, que l'on peut peut-être même toucher. Dans les rues de Paris, les cow-boys et les Indiens se promènent dans leurs plus belles tenues de scène. Rien n'est laissé au hasard. Le show devient show business. On attise la curiosité à tous les niveaux. On autorise la visite gratuite des coulisses, où les Parisiens espèrent croiser Buffalo Bill. Le client est ferré comme un poisson. Mais comme un poisson, il est heureux dans les eaux de ce spectacle permanent. Le repas des Indiens devient une curiosité ethnographique. Le moindre jeu cow-boy devient une nouveauté à imiter. On se fait photographier avec ces Américains qui intriguent, avant de se rendre dans les tribunes pour le show. Bien sûr, Buffalo Bill est la star que tout le monde veut voir. Mais à Paris, d'autres stars attirent les foules. Ce sont les Indiens. Les Parisiens sont littéralement fascinés par le peuple sioux qui participe au show. À l'heure où l'on expose des peuplades coloniales en cage, dans les allées de l'exposition universelle, les Indiens, dans leurs costumes tout en couleurs, entièrement libres et portant sur eux la beauté de cette liberté sauvage, font naître tous les fantasmes. Les Parisiennes en mal d'enfant se pressent pour toucher un Indien. On pense que c'est là un porte-bonheur qui assure la fertilité. Les Européens étaient totalement fascinés par les Indiens parce qu'ils étaient complètement différents. Buffalo Bill faisait venir les Indiens avec leurs familles. Des femmes, des enfants accompagnaient le show et on voyait comment ils vivaient. Ils faisaient leur danse, ils montaient à cheval, ils tiraient des flèches. Pour les Européens, tout cela était très étrange, très exotique. Bien sûr, les cow-boys étaient très différents, mais pas à ce point-là. Les Indiens, c'était ça la véritable attraction. Dans sa quête d'authenticité, Buffalo Bill s'accompagne toujours de vrais cow-boys et de vrais Indiens. Mais pour les accessoires, pour les costumes, il s'accommode volontiers de quelques petits arrangements. Lorsqu'on voit des photographies de 1889 du Buffalo Bill Wild West, naturellement on voit des Indiens. Et on a du mal à s'imaginer sur ces photos en noir et blanc la splendeur des costumes des Indiens avec leurs gilets perlés multicolores qui représentaient des dessins pictographiques, on voit des chevaux ou des dessins un peu plus géométriques, très colorés, leurs bandes perlées sur leur couverture, les mocassins abondamment perlés, leurs jambières perlées, les costumes des femmes décorés avec des dents d'élan ou des coquillages qu'on appelle des coris. Et ces photographies en noir et blanc ne rendent pas compte de ça. Et lorsqu'on voit ces costumes-là, on peut s'imaginer pourquoi les yeux des spectateurs brillaient en voyant ces Indiens-là. Ils ont façonné eux-mêmes un costume qui devait plaire aux spectateurs. Pratiquement tous les Indiens du Buffalo Bill Wild West portaient ce fameux bonnet avec des plumes d'aigle. C'était pratiquement un uniforme des Indiens, du Buffalo Bill Wild West. Ils ont inventé, en fait, le costume d'Indien pour Buffalo Bill, Ces Indiens de notre enfance ne sont pas tout à fait tels qu'ils étaient dans les plaines. Pourtant, ils sont bien vrais et ont presque tous participé aux batailles récentes contre l'armée américaine. La bataille de Little Big Horn et la mort du général Custer n'ont eu lieu que 13 ans auparavant. Voir ces vrais guerriers dans le show, c'était toucher l'histoire du bout des doigts. Le 15 novembre 1889, après 6 mois de représentation et près de 3 millions de spectateurs, les Indiens, les cow-boys et Buffalo Bill quittent Paris et entament leur première tournée européenne. Buffalo Bill joue l'éclaireur dans les plaines d'Europe devant une armée en costume de scène. Partout où il se rend, dans chaque ville où il passe, le show est couronné de succès.
Parfois, les cow-boys mesurent leur dextérité avec les bouviers ou les cavaliers locaux. Ils sortent le plus souvent vainqueurs de ces jeux démonstratifs. Une bonne publicité pour le spectacle. Arrivés à Rome, les associés de Buffalo Bill osent un nouveau coup publicitaire. Ils organisent une rencontre entre la troupe du Wild West en grande tenue et le pape. L'idée que le pape ait pu accorder une audience aux Indiens dans leurs plus beaux costumes de scène est certes très séduisante. Les publicitaires de Buffalo Bill et ses managers ont été extrêmement efficaces pour construire un scénario selon lequel une cérémonie aurait été spécialement organisée par le pape en l'honneur de Buffalo Bill. Malheureusement, cette affirmation n'est pas fondée. Il s'agissait d'une célébration pontificale tout à fait normale, dont la date coïncidait avec la visite de Buffalo Bill à Rome. Rien de plus. Jouer avec le vrai, le faux, créer l'événement est devenu la grande spécialité du Wild West. Mais les Indiens ont d'autres préoccupations. L'un des leurs, malade, laissé au camp pour se reposer, est mort pendant leur visite au pape. Les Indiens convoquent immédiatement un conseil pour demander aux associés de Buffalo Bill pourquoi le représentant de Dieu n'a pas protégé leurs camarades. Comme ils ne savaient pas leur répondre, les Indiens décrètent que Dieu ferait bien mieux d'envoyer un autre représentant sur Terre, plus sérieux. De succès en succès, la troupe poursuit sa route comme une armée en marche, partie à la conquête d'un continent. Les maladies, les morts parfois, frappent Indiens et cow-boys. Mais quels que soient les aléas qui touchent le Wild West, quel que soit l'état des troupes, le spectacle continue. À Munich, sous les yeux de Bavaria, une allégorie de la Bavière, la Theresienwiese accueille le Wild West de Buffalo Bill. Aujourd'hui célèbre pour une toute autre raison, le terrain situé en plein cœur de Munich voit les Indiens et les cow-boys s'installer et attirer, là encore, des foules immenses. À Munich, ils étaient programmés pendant 10 jours, mais finalement, ils sont restés 8 jours de plus. Il y avait des gens qui essayaient d'entrer qui n'arrivaient pas à avoir de billets. Ils allaient se percher en haut des arbres, des maisons ou des barrières pour entrevoir un bout de l'arène. On commandait des billets par télégramme. Il y avait une telle demande. Les gens étaient fous du spectacle. Les sources indiquent un détail particulièrement intéressant concernant Munich. Buffalo Bill a essayé de faire reconnaître au Wild West une valeur scientifique. Les spectacles destinés uniquement à rapporter de l'argent en distrayant les foules devaient s'acquitter d'une redevance en Allemagne. Mais un spectacle scientifique échappait à cette taxe. Buffalo Bill a donc fait de grands efforts pour faire reconnaître le caractère éducatif de son spectacle. Il a engagé quelques-uns des plus éminents ethnologues allemands qui sont venus examiner les Indiens pour confirmer officiellement que le show avait une valeur éducative. On étudie les Indiens de façon anthropologique. On prend des mesures, des cotes, on les photographie, on les classe. C'est une pratique de l'époque.
En Allemagne, c'est le temps des zoos humains. Karl Hagenbeck a l'idée de remplacer les animaux exposés par des êtres humains. Des millions de personnes sont venues prendre leur dose d'exotisme dans ces lieux jusqu'en 1931. Le 1er juin 1890, le Wild West arrive à Dresde, la ville de Karl May, l'un des plus célèbres écrivains allemands, passionné d'Indiens et de grands espaces. Près d'un totem, caché au fond d'un jardin, une curieuse maison en bois étale un univers indien derrière ses vitrines. C'était le jardin et la maison de Karl May, devenu aujourd'hui l'un des plus beaux musées consacrés aux Indiens, preuve de l'intérêt toujours grand des Allemands pour ce peuple. Les Indiens ont toujours été un miroir de l'Europe. On les voyait soit comme un exemple négatif, ce qu'il ne fallait pas être, soit comme le rêve de ce qu'on aurait aimé être. D'un côté, cette différence, cette altérité semblait menaçante, mais de l'autre, elle était très tentante. L'idée qu'on pouvait vivre librement, à cheval, galoper dans les plaines immenses, était extrêmement séduisante. Je pense que si les Allemands s'identifiaient tellement aux Indiens, c'est bien sûr parce qu'on trouvait beaucoup de livres qui parlaient d'eux, notamment les romans de James Fenimore Cooper et plus tard ceux de Karl May. Mais je pense aussi que plus profondément, il y avait un lien d'ordre culturel entre les Allemands et les Indiens. C'était probablement lié au mythe fondateur et à la résurgence des idéaux romantiques dans l'Allemagne de cette époque. D'une certaine manière, les Indiens incarnaient la vision romantique de la nature et le désir de retour à une pureté originelle qui avait cours en Allemagne. Ils étaient vus comme meilleurs et moins corrompus, en particulier face à l'industrialisation et à la modernisation de l'Allemagne au tournant du siècle. Les Allemands avaient l'impression de perdre une partie de leur identité dans ces bouleversements si rapides. Ils essayaient donc de retourner à quelque chose de plus naturel, de plus pur. Parce qu'il estimait que les Indiens y étaient maltraités, Karl May affirme qu'il n'est jamais allé voir une représentation du Wild West. Pourtant, les historiens ont des doutes. Et c'est vrai qu'il est difficile de le croire à la vue de certaines photos. À droite, Karl May, à gauche, Buffalo Bill. À moins que ce ne soit l'inverse. Karl May semble même s'inspirer des Indiens du show pour accentuer les traits de son personnage le plus fameux, l'Apache Winnetou. Mais bien sûr, il le met au goût et à la couleur locale, si droit, si juste, si bon, tellement allemand. Si on approfondit un peu, on s'aperçoit que les Apaches, et donc Winnetou, sont les bons Indiens, entre autres parce qu'ils ont été en contact avec la germanité. Winnetou a eu un précepteur allemand et finit par se rendre et par étudier en Allemagne. Si les Indiens deviennent de bons Indiens, c'est grâce à l'influence allemande. Winnetou relève donc plus de l'institution morale que d'une réalité ethnographique. Je ne sais pas si Winnetou aurait été un personnage intéressant dans le Wild West Show. Je crois qu'il était presque trop bon, trop chrétien selon la volonté de Karl May, pour avoir une place dans le drame historique de Buffalo Bill. Dans le spectacle, les Indiens ont toujours le mauvais rôle. Ils attaquent les diligences, les convois de colons, les maisons des trappeurs, mais finissent inlassablement par perdre lorsqu'arrive Buffalo Bill et la cavalerie. Les Indiens ont le mauvais rôle. Et pourtant, ils suivent Buffalo Bill et participent pleinement au spectacle depuis ses débuts sans jamais faillir.
Ils le suivent dans toutes ses tournées, participent à toutes les représentations, envers et contre toute logique. Pourquoi accepter de continuer à perdre, être défait encore et encore, et participer ainsi à la grandeur de son ennemi de toujours? La plupart des gens s'imaginent que les Indiens de Buffalo Bill étaient horriblement exploités. Mais la vérité est beaucoup plus complexe. Il faut songer aux conditions de vie qui régnaient dans les réserves indiennes. Le gouvernement leur interdisait de parler les langues indiennes et les forçait à abandonner leurs pratiques religieuses traditionnelles. Ils vivaient dans un dénuement terrible, dans une extrême pauvreté. Leur culture était massivement réprimée. Que faire? Que faire? Avec sa troupe, Buffalo Bill offrait à certains Indiens une opportunité de quitter la réserve. Il les rémunérait, il leur payait des cachets, ils pouvaient gagner plus qu'ils n'auraient jamais pu espérer gagner en restant dans leur réserve. Il leur offrait un certain prestige. En le suivant, ils avaient la possibilité de faire quelque chose qui était inaccessible aux Américains blancs. Voyager, et pas seulement à travers les États-Unis, mais aussi traverser l'océan, aller en Europe, revenir en Amérique et raconter des histoires. Et les Indiens ont saisi cette opportunité de préserver leurs traditions culturelles et de les perpétuer. Avant les premiers froids, en octobre 1890, le Wild West termine sa saison à Strasbourg, en Alsace. Place Le Nôtre, où siège aujourd'hui le Conseil de l'Europe, on déplore des embouteillages de trams tant il a fallu en rajouter pour déplacer des foules immenses. Ici aussi, on vient vibrer devant l'Ouest sauvage reconstitué. Buffalo Bill installe pour l'hiver une partie de sa troupe à quelques kilomètres de là, près de Benfeld, dans un vieux monastère. Quelques cow-boys, quelques Indiens investissent les lieux. Ils ont en charge l'entretien des accessoires, la remise en état de la diligence, des costumes, le soin des chevaux et des bisons du show. Le Wild West, dans un petit village alsacien. Encore aujourd'hui, les historiens amateurs consultent les preuves de ce passage avec une certaine dévotion. Alors voilà donc, Claude, si tu veux le tâter. Ah, oui. Le grand registre, hein, il est très grand et très lourd. Et alors, on l'a ouvert à la page du 26 octobre 1890. Donc, ça faisait 20 ans que l'Alsace était déjà annexée au Reich. Et là, je trouve une délibération qui porte le numéro 4 et qui dit la chose suivante en allemand. Vergebung von Winterweide an Buffalos Wildwest. Punkt Nummer 4. Wird die von dem Bürgermeister in Aussicht gestellte Verpachtung der Gemeindewiese Untersauweid an Buffalos Wildwest-Truppe aus freier Hand zum Preise von 150 Mark pro Winter 1890-91 genehmigt mit Stimmenmehrheit. Ça confirme ce que racontait ma grand-mère, que les dimanches, les Benfeldois allaient en procession à Île pour regarder les bisons, les chevaux, surtout les Indiens qui les impressionnaient profondément. Et à Île, j'ai fait la connaissance de M. Joseph Vollmar. On a lié vite d'amitié, il avait des choses très intéressantes à me raconter. Il confirmait, et il était lui-même dans le groupe de Buffalo Bill. Il avait 18 ans quand le cirque est venu à Île. Il parlait des bisons, il parlait des Indiens et des cow-boys. Toute la population de Benfeld en parlait. Et il m'a raconté que lui-même a suivi le groupe pendant 1 an. Ils l'ont engagé et il est parti avec eux dans la tournée d'Europe. Et en Angleterre, il a été rappelé par l'armée allemande. Pourquoi ? Il devait faire son service militaire et c'est à contre-cœur qu'il est revenu, mais on l'a menacé de le traiter comme déserteur s'il ne revient pas. Ouais. Tout Benfeld se souvient de Buffalo Bill à travers M. Vollmar. Parce qu'on ne l'appelait plus Vollmar, on l'appelait Buffalo Bill. Ouais. Quand il rentrait dans un restaurant, « Salut Buffalo Bill !» Chez le coiffeur, « Salut Buffalo Bill !» À tel point que quelquefois on se demandait comment est-ce qu'il s'appelle vraiment.
Les cow-boys, les Indiens, les chevaux et les bisons passent un hiver tranquille sur les pâturages de Benfeld. Buffalo Bill, lui, est reparti aux États-Unis, à la demande du gouvernement américain. Il chevauche comme autrefois dans ces grandes plaines de l'Ouest qu'il connaît si bien. La même année, en décembre 1890, les Indiens de Pine Ridge et de Wounded Knee se rassemblent autour d'un nouveau mouvement appelé Ghost Dance. Dans un esprit pacifique, les Sioux dansent. Mais quand un Indien danse, le gouvernement américain tremble. Ainsi, l'armée demande à son vieil éclaireur, Buffalo Bill, d'intervenir auprès de Sitting Bull qu'il connaît très bien. Seul le chef indien, leader de ce mouvement, peut apaiser les esprits. Buffalo Bill, l'homme de spectacle, est rattrapé par l'histoire, la vraie, celle qui est en cours et qui n'est pas encore fiction. Étrange destin. Mais Buffalo Bill n'arrivera pas à temps, comme il avait pourtant l'habitude de le faire dans son show. Sitting Bull est assassiné. Et quelques jours plus tard, le 29 décembre 1890, à Wounded Knee, à Wounded Knee, dans la réserve de Pine Ridge, 163 hommes, femmes, enfants, vieillards sont massacrés. Il y a peu de survivants. Quelques meneurs de cette Ghost Dance sont arrêtés, emprisonnés. Ils risquent la mort. Buffalo Bill arrive enfin, début janvier 1891, sur les lieux et propose au gouvernement d'emmener ces rebelles avec lui en Europe. Malgré quelques réticences, le gouvernement et le Bureau des Affaires indiennes finissent par accepter la proposition. Nous avons tous différentes motivations pour faire ce que nous faisons. Buffalo Bill avait probablement diverses raisons de faire ce qu'il a fait avec les meneurs de la Ghost Dance. Il avait très bien compris qu'ils avaient fait l'actualité en Amérique et que même l'Europe en avait entendu parler. Il pensait que ça attirerait encore plus de monde. Donc là, c'est l'homme d'affaires, l'organisateur de spectacles. Mais je pense que Buffalo Bill éprouvait aussi des sympathies pour les Indiens, qu'il se préoccupait réellement de leur sort. Sa notoriété l'a certainement aidé à persuader les responsables politiques que c'était une bonne idée. Il a sans doute été très convaincant quand il leur a expliqué que si les meneurs n'étaient plus en Amérique, il n'y avait plus aucun risque qu'ils soient au centre d'une nouvelle rébellion. C'est vraiment étonnant de voir que Buffalo Bill, qui avait combattu les Indiens en tant qu'éclaireur de l'armée pendant les guerres indiennes et qui était fier d'en avoir scalpé un certain nombre, se montre finalement si apte à les comprendre et à les aider. Beaucoup de ceux qui l'accompagnaient étaient tout sauf des amis du gouvernement américain. Au contraire, c'étaient souvent des opposants et des résistants, comme Sitting Bull, qui a participé au spectacle pendant une saison aux États-Unis, ou les meneurs de la Ghost Dance, comme Short Bull et d'autres, qui avaient tant inquiété l'armée américaine.
Ils partaient avec lui et visiblement, ils le considéraient tous comme quelqu'un de très sympathique, avec qui ils aimaient voyager. La nouvelle saison commence à Strasbourg en avril 1891. La presse régionale est fébrile à l'idée que le spectacle reprenne dans la ville alsacienne, avec des Indiens sortis tout droit des derniers événements de l'histoire américaine. Ce cow-boy typique, parfois caricatural, fait preuve finalement d'une ouverture d'esprit et d'une grande modernité pour l'époque. Les Indiens trouvent en lui un ami sincère et dévoué, qui s'avère aussi être un fervent défenseur de la cause féminine. Ainsi, il n'hésite pas à mettre ses idées novatrices en pratique. Les cowgirls ont leur place dans le spectacle au même titre que les cowboys. Buffalo Bill ne craint pas de jouer de cette nouveauté à une époque où les carcans étaient encore très marqués. Mettre les femmes en tête d'affiche à la fin du 19e siècle, ce n'est pas rien. Et cette fantaisie ne manque pas de bousculer les habitudes de la vieille Europe. Imaginez cette époque quand Buffalo Bill et le Wild West arrivaient en ville. Les femmes vont voir le spectacle. Elles sont serrées dans des corsets, ils portent de lourdes robes, des corsages, etc. Et elles voient ces femmes en jupe-culotte qui montent à cheval et manient les armes à feu comme les hommes, tirent comme des hommes. Ça a dû les faire réfléchir, leur donner des idées du genre « Mais c'est vrai, on peut vivre autrement. Je ne suis pas obligé de passer ma vie à faire de la broderie. Je peux faire plus de ma vie. » Le spectacle de Buffalo Bill a sans doute préparé le terrain au féminisme. De toutes ces femmes du Wild West, Annie Oakley est sans doute la plus célèbre. À 28 mètres de distance, elle parvient d'un coup de revolver à couper en deux une carte à jouer par son côté le plus fin. Les agents de Buffalo Bill recrutent cette paysanne dans l'Ohio, où elle est née en 1860. Petite, ses prouesses au tir à la carabine lui permettaient de faire vivre toute sa famille. Dans le spectacle, son numéro la rend si célèbre qu'on se l'arrache à prix d'or pour des démonstrations privées en Europe comme aux États-Unis. Comme Buffalo Bill, Annie Oakley devient une véritable star. L'Europe est au pied de Buffalo Bill, du Wild West et de ses vedettes. Les Indiens, les cow-boys et les cowgirls ont conquis l'Europe comme ils avaient conquis les États-Unis, avec une facilité surprenante. À la fin de l'année 1892, ce n'est plus une simple tournée, mais un triomphe qui se déplace de ville en ville, de pays en pays, véhiculant avec lui l'idée d'une grandeur, d'une puissance remplie de nouveautés et synonyme d'Amérique. La troupe rentre enfin aux États-Unis. Après une tournée de 4 ans, les Indiens retrouvent leur vie misérable dans la réserve de Pine Ridge. Buffalo Bill retrouve ses ranchs et ses nombreuses affaires en cours. La plus grande restera la construction de la ville qui porte son nom, Cody, avec en son centre l'hôtel Irma, du prénom de sa fille. Il participe à la création du parc de Yellowstone, dont sa ville devient l'une des portes d'entrée, à une époque où l'idée du tourisme commence à faire son chemin. C'est là aussi qu'il vit, qu'il se repose, qu'il cherche des idées nouvelles pour son spectacle. Le Buffalo Bill Wild West devient une sorte de multinationale dans laquelle investissent des hommes d'affaires. James Bailey,
qui dirige le plus grand cirque du monde, le Barnum, s'associe à Buffalo Bill. Il lui apporte son savoir-faire dans l'organisation à grande envergure de spectacles itinérants. Plus que jamais, Buffalo Bill est la pièce maîtresse de l'organigramme. On le met en avant, on joue de sa personnalité, au moment où une certaine nostalgie de l'Ouest s'installe dans le cœur des Américains. Buffalo Bill est le dernier des héros. Il devient la personne la plus photographiée au monde. Quand je regarde les photos de Buffalo Bill et leur quantité, je vois un travail de relations publiques absolument phénoménal. Cette dimension fait partie intégrante du rôle qu'a joué Buffalo Bill dans le développement d'une culture populaire de masse. Lui et ses managers, tout particulièrement ses managers, utilisent des moyens industriels pour produire et reproduire des images et passent à ce qu'on appellerait aujourd'hui de la publicité de saturation. Regardez les images. Ce sont des monuments à la gloire de Buffalo Bill. Elles sont juste extraordinaires et font partie intégrante de ce processus de fabrication d'une célébrité. Ce que je vois en résumé, c'est un emblème de la culture de masse. Buffalo Bill ne s'appartient plus, il appartient à l'Amérique, qui le veut, le réclame, encore et encore. Et Buffalo Bill reprend encore et encore la route, avec son spectacle en partie remanié. Il crée avec ses associés le Congress of Rough Riders of the World. On cherche dans le monde entier les meilleurs cavaliers. Uhlans, hussards, zouaves, cosaques, mongols sont mis au programme. La pause a été de courte durée. Dès 1893, à Chicago, une tournée gigantesque se met en place, sans doute la plus grande jamais organisée dans le monde du spectacle jusqu'à nos jours. Grâce à une organisation méticuleuse basée sur 3 trains et plus de 60 wagons, le spectacle peut être joué 2 fois par jour, presque chaque jour, dans une ville différente. Buffalo Bill et son spectacle quadrillent les États-Unis comme une armée, parti dans une sorte de nouvelle conquête de l'Ouest. 10 ans, des centaines de villes, des milliers de représentations. Buffalo Bill n'est plus seulement à la tête d'une troupe, mais d'un véritable monde, où les peuples de toutes sortes chevauchent côte à côte. Il n'hésite plus à traverser les âges. On l'affiche aux côtés des plus grands personnages de l'histoire qui viennent lui faire, malgré eux, une publicité essentielle à son succès. En 1902, à 56 ans, fringant comme un jeune homme, le cow-boy repart pour une nouvelle tournée européenne. 3 paquebots emportent les 3 trains et les 800 personnes de sa troupe. À l'intérieur du show, plusieurs départements coexistent. Un département en charge de la communication, de la publicité, de la réclame, comme on disait à l'époque. Un autre s'occupe des approvisionnements. Un troisième va s'occuper de la gestion du personnel. Et tous ces départements sont dotés de moyens financiers, ont des équipes extrêmement bien rodées. Par exemple, si on prend celui de la publicité, il part plusieurs semaines avant l'arrivée du spectacle, dans un train spécial qui héberge une douzaine de personnes qui vont vivre dans leur wagon et couvrir le terrain d'affiches publicitaires. On va coller en une année pas loin d'1 demi-million d'affiches. On estime grosso modo que sur un arrêt, à peu près 10 000 prospectus étaient distribués, de toute nature. Depuis des très petits formats, à peu près A4, jusqu'à 3 mètres par 45. Donc toutes les surfaces libres sont couvertes dans un rayon de 60 km. Buffalo Bill et son équipe avaient bien compris l'importance des affiches publicitaires. À bien des égards, ces affiches, ces lithographies, étaient l'équivalent de notre télévision actuelle. C'était l'une des meilleures manières de faire connaître un spectacle. Buffalo Bill et John Burke le savaient et dépensaient des milliers et des milliers de dollars pour faire réaliser ces affiches qui étaient parmi les plus belles de l'époque.
Il savait très bien laisser les images parler d'elles-mêmes. C'est ce qui fait que le visage de Buffalo Bill a pris une telle importance sur les affiches du Wild West. L'une des plus célèbres a été réalisée pour son retour en France en 1905. Elle représente Cody et un bison et ne donne aucune indication de lieu ou de date, ni même le nom du spectacle. Elle dit juste « Je viens » et le visage de Cody fait tout le reste. Pour cette nouvelle tournée, le concept a changé. Ce n'est plus le public qui vient voir Buffalo Bill, mais c'est la star qui se déplace vers les gens. Des centaines de dates différentes sont organisées à travers toute l'Europe. Les journées s'enchaînent de façon immuable. Vers 4 ou 5 heures du matin, le premier train entre en gare pour décharger le matériel et commencer l'installation immédiatement sur des lieux repérés bien avant. Des centaines d'ouvriers s'affairent, chacun connaissant parfaitement son rôle. Le public prévenu de l'arrivée du show par la presse et la publicité assiste au déchargement des wagons. Le spectacle commence déjà là. Et des centaines de personnes, parfois des milliers, viennent admirer cette organisation incomparable. En quelques heures, toutes les tentes sont montées. Le second train arrive un peu plus tard, avec des artistes en tenue de scène. Immédiatement, ils se mettent en place pour un défilé à travers la ville jusqu'au lieu du show. Les Indiens et Buffalo Bill sont bien sûr en tête de cette marche glorieuse. Les journalistes lui demandaient toujours comment il faisait pour faire fonctionner tout ça. Ils étaient fascinés en voyant comment le show gérait la logistique. Comment un wagon entier servait à faire cuire les repas dans de grandes marmites. Comment un autre servait à entreposer les vivres. Et il fallait bien sûr des wagons pour transporter tout le monde, hommes et bêtes. Tout était très soigneusement organisé. On raconte que lors d'une tournée du Wild West en Allemagne, le Kaiser a envoyé ses conseillers prendre des notes sur l'organisation des déplacements, sur la façon dont ils s'y prenaient pour décharger tous les wagons, pour les recharger après le spectacle. Ces observations ont été très utiles au Kaiser et à ses généraux quand ils ont décidé de se servir du chemin de fer pour déplacer des troupes à travers l'Europe. C'est encore une chose importante. Buffalo Bill avait trouvé une nouvelle manière de faire usage du chemin de fer pour transporter des gens, de la nourriture et des animaux. L'Amérique est là. Ça se voit et ça se ressent. Tous les jours, la troupe consomme près de 800 kg de viande, 1200 kg de pommes de terre et autres légumes, 1 tonne de pain, 350 litres de lait. L'impact est tel que localement les prix montent et les gens se plaignent. Mais qui peut en vouloir à Buffalo Bill et à cette troupe qui fait tant rêver, qui fait tant tourner les têtes et ouvrir les porte-monnaies? Le prix des spectacles est relativement onéreux pour l'époque. Bien que ce soit des spectacles qui se veuillent populaires, donc ouverts à tous, les prix des places varient de 1 à 5 francs. Or, 5 francs, c'est grosso modo le salaire d'un journalier agricole. Donc, les familles sont nombreuses aussi à l'époque. Les sollicitations financières sont nombreuses parce que non seulement on paye son billet d'entrée, mais il y a tout le merchandising, comme on l'appelle actuellement, qui existe. C'est-à-dire qu'on est en permanence sollicité par des objets en rapport avec le spectacle, que ce soit le programme, mais aussi des statuettes, des cartes postales, des chromos, des livres, toute une gamme de produits qui visent à faire consommer, à acheter. Merchandising. Le mot est lâché. Le Buffalo Bill Wild West invente les produits dérivés.
les livres de comptes de la société font clairement apparaître l'intérêt qu'il y a à entourer le spectacle de boutiques de toutes sortes qui vendent objets souvenirs, confiseries, photos. Les enfants raffolent de ces jouets devenus aujourd'hui des objets de collection. Mais la sollicitation financière ne s'arrête pas là. En plus du spectacle du Wild West dans la grande arène, on peut assister au sideshow, moyennant bien sûr l'achat d'un ticket spécial. C'est le côté foire aux curiosités, où l'on peut s'essayer au tir, goûter à des produits miracles, ou voir toutes sortes d'artistes faire leur numéro de dressage, de contorsion, de force ou de magie. L'arrivée du show dans une ville concentre toutes les attentions. On ne va plus travailler, on va voir Buffalo Bill et sa formidable machine à rêver. Et le rêve devient féerie lorsque la nuit tombe sur l'arène. Buffalo Bill a probablement été le premier à utiliser un système d'éclairage pour des spectacles nocturnes, car il avait des représentations le soir. Des générateurs à vapeur produisaient de l'électricité pour illuminer l'arène et les tribunes. Il avait même un projecteur qui permettait de montrer les différents numéros qui étaient présentés de nuit. C'était réellement novateur. From Dakota, Mexicans from old Mexico, Russian Cossacks from the steppes of Russia, and the South American Gaucho, and a troop of the United States Cavalry. And now, introducing Colonel W.F. Cody, Buffalo Bill. Ladies and gentlemen, presently to introduce to you a Congress of the Rough Riders of the world. What Buffalo Bill presents to Europeans are certain stereotypes. Une bonne partie de ce que Buffalo Bill présente aux Européens relève du stéréotype, d'une certaine vision d'une Amérique rustique, primitive, un pays de tous les possibles. Mais les choses se compliquent, parce que cette histoire de cow-boys et d'Indiens que Buffalo Bill et le Wild West racontent si joliment est racontée avec l'aide de moyens industriels, d'une technologie dernier cri. Le spectacle s'accompagne d'un concept technologique absolument incroyable. I think that there was a very obvious upfront emphasis. Le spectacle de Buffalo Bill mettait très clairement l'accent sur la bravoure des Américains, sur leur courage, leur ardeur au travail, leur sens de l'aventure et leur individualisme. Le genre de qualité qu'il fallait avoir pour conquérir un continent comme les Américains pensaient l'avoir fait. Le show avait donc une composante clairement liée à la fierté nationale. La trame narrative était une histoire de conquête. Elle partait des origines primitives et se terminait par les produits de la civilisation. D'une certaine manière, c'était une publicité géante pour les États-Unis. La dernière représentation terminée, on démonte tout et on charge les wagons. Durant la nuit, les trains emmènent la troupe vers sa prochaine destination où tout recommencera avec le même succès. Le Wild West, Buffalo Bill, remplissent jusqu'au bout leur rôle, consciemment ou non, de vendeurs de rêves et de progrès. Bref, de vendeurs d'Amérique. En 1906, Buffalo Bill revient aux États-Unis.
il ne retournera plus jamais en Europe. C'était sa 3e et dernière tournée. Mais le show ne s'arrête pas pour autant. Buffalo Bill multiplie les représentations à travers les États-Unis. Son fidèle public est toujours au rendez-vous. Même si le nouveau média en vogue, le cinéma, commence à concurrencer de façon certaine ces grands spectacles de plein air. Buffalo Bill, toujours en avance sur son temps, s'essaie aussi à ce nouveau média. En 1912, il crée sa maison de production. Il joue son propre rôle, dans des films cette fois. Il a sa place dans la liste assez courte des pionniers du cinéma. Mais le Wild West sur grand écran ne rencontre pas son public. Les westerns, qui vont faire la gloire du cinéma américain, ne font toutefois que reprendre la dramaturgie et les codes mis en place par Buffalo Bill dans son Wild West. Les histoires d'Indiens et de cow-boys, les attaques de diligence, la cavalerie qui arrive juste à temps. Le cinéma hollywoodien deviendra le nouveau vecteur de ce que le Wild West montrait depuis fort longtemps. De grands espaces, avec ce sentiment fort d'une identité américaine enfin construite, et qui prédominerait avec arrogance sur tout autre. American mass culture did not arrive for the first time with American troops in the Second World War. L'arrivée de la culture populaire américaine n'a pas débuté avec le débarquement des troupes américaines à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, la vraie culture populaire américaine à l'échelle industrielle est arrivée en Europe avec le Wild West de Buffalo Bill. Bien sûr, la culture américaine et ses produits étaient déjà arrivés en Europe depuis un bon bout de temps. Mais cette façon à la fois puissante, commerciale et industrielle d'amener les valeurs et les produits américains commence avec le Wild West. C'est vraiment lui qui le premier impose cette culture américaine en Europe si intéressante, si distrayante et totalement incontournable. Que serait l'Amérique sans Buffalo Bill et ses cow-boys? Son show commençait toujours de la même manière. Un cavalier entrait au galop dans l'arène portant le drapeau américain. Il était accompagné par une petite musique que Buffalo Bill aimait beaucoup. Un hymne de la marine qu'il avait repris à son compte et qui aura, quelques années plus tard, une autre destinée. Le 11 novembre 1916, Buffalo Bill joue pour la dernière fois son rôle dans l'arène du Wild West. Il a 70 ans. Près de 70 millions de spectateurs auront vu le cow-boy faire son show. Il meurt en janvier 1917 à Denver, dans le Colorado. Les hommages fusent de partout, du président des États-Unis jusqu'aux plus humbles. Mais les plus émouvants sont ceux des Indiens de Pine Ridge, qui ont perdu leur plus grand défenseur. Sachez que le peuple Sioux a trouvé en Buffalo Bill un ami cher et fidèle. Notre cœur est lourd sous le fardeau de la tristesse liée à sa perte. Une seule chose nous soulage. La pensée que nous nous retrouverons un jour devant notre Wakatanka dans le grand terrain de chasse.